Bonjour, aujourd'hui on va voir les anémies de l'enfant. Qu'est-ce qu'on entend par les anémies de l'enfant? D'abord, donc, comme définition, c'est une diminution du taux d'hémoglobine inférieur à 2 grammes par rapport à la moyenne de son âge. Il faut savoir que l'anémie, il varie avec l'âge. À la naissance, on a un taux d'hémoglobine qui est un peu élevé et qui diminue progressivement pour rejoindre le taux adulte. Ce qu'il faut savoir aussi, et c'est important, que l'anémie est un symptôme. C'est un symptôme et donc il faut chercher l'étiologie. On ne traite jamais la conduite à tenir, une anémie, mais il faut chercher l'étiologie. Voyons maintenant de ce qu'on a dit, le taux d'hémoglobine qui varie avec l'âge. À la naissance, qu'est-ce qu'on voit Et le taux d'hémoglobine qui est de 14, ici, 14 à 20, et qui diminue progressivement chez le grand enfant de 12 à 16 pour rejoindre, se stabiliser à l'âge adulte, comme vous le voyez ici, par exemple, pour la femme, il est de 12 en moyenne. Quelle est la physiopathologie de cette anémie? Il est soit, sur le schéma, soit par diminution de la production, par insuffisance médulaire, par envahissement médulaire, ou bien par une anomalie de la production, par exemple, par manque de fer, comme on va le voir dans l'anémie par carence martiale. Soit c'est une anémie arégénérative, par anémie arégénérative, soit par hémorragie, et lorsqu'il est aigu, donc il est régénératif, ou bien par une hémorragie occulte. Soit il est régénératif par excès de destruction des globules rouges. Ici, schématiquement, vous voyez un état normal de globules rouges. Ici, en rouge, c'est le globule rouge. Et à côté, il y a des globules blancs. Ils sont nombreux, voyez. En cas d'anémie, il y a la destruction des globules rouges. C'est ce que vous voyez aussi, globules rouges qui diminuent parce qu'ils sont déterminés. Et donc, schématiquement, en image, les globules rouges dans un état normal sont nombreux et sont diminués en cas d'anémie. C'est la même chose. Pour mieux expliquer, le globule rouge et la globine, l'hémoglobine, il est constitué de globine et de laine et avec un atome de fer. Comment on fait le diagnostic d'une anémie? Et donc, en général, l'anémie, on fait le diagnostic par la présence des signes cliniques qui fait d'un syndrome anémique. Le premier signe, c'est la pâleur cutanémuqueuse. La pâleur cutanémuqueuse, soit elle est évidente au niveau des muqueuses, ou bien on la cherche au niveau des muqueuses. Ou on cherche cette pâleur cutanémuqueuse au niveau du conjonctif, ou bien au niveau de la paume de la main chez l'enfant. Et lorsque l'anémie est intense, on trouve un syndrome anémique. Il est fait de quoi? Puisqu'il y a diminution de globules rouges, on a tachycardie, une cardiomégalie, parce que le cœur va s'adapter pour satisfaire les besoins de l'organisme, et donc il va faire un effort, et puisque suite à cette tachycardie, et le cœur c'est un muscle, donc les conséquences, on a une cardiomégalie, et un souffle systolique anorganique, et parfois, lorsque l'anémie s'intensifie, on a un tableau d'insuffisance cardiaque qui est exceptionnel. À côté de ces signes-là, on peut trouver une agitation anoxique, parce qu'il y a manque de globules rouges qui amène l'oxygène, si l'anémie est aiguë et profonde. D'autres signes sont fréquents chez le nourrisson adulte. Ce nourrisson qui a un taux d'hémoglobine
et de globules rouges diminués, va faire, c'est un terrain prédisposé à des infections. Hein. Il va retentir cette anémie puisqu'il a besoin sur la croissance. Et donc, on a un retard statulo-pondéral. Et ici, on fait le dosage, on va trouver l'anémie, c'est-à-dire, comme on l'a défini, le taux d'hémoglobine qui est inférieur à 2 grammes par rapport à la normale. Voyons aussi, juste pour vous expliquer, où on cherche l'anémie. Au début, à l'état avancé, il est évident à la vue, mais au début, c'est surtout au niveau des conjonctifs, et on va trouver une pâleur cutaneuse muqueuse, ou bien au niveau de la paume de la main. Comment on va aboutir au diagnostic d'une anémie? Chercher l'étiologie. D'abord, c'est l'interrogatoire. L'interrogatoire qui passe par l'identité, le motif d'hospitalisation, les antécédents, et puis l'histoire de la maladie, avant d'entamer l'examen clinique. Et donc, à l'interrogatoire, et surtout chez le nourrisson, il est fréquent, on va voir que l'anémie par carence martiale, c'est elle qui est fréquente. Et pourquoi? Parce qu'à un certain moment, il faut diversifier. La diversification de lait maternel, il est la première période suffisante comme nutrition. Entre 4 et 6 mois, il faut diversifier. Pour la croissance de l'enfant, il en aura besoin. Et donc, il faut chercher à l'interrogatoire quand est-ce qu'on a diversifié et comment on a introduit ces aliments. Donc, et puis, on va examiner l'enfant, d'abord confirmer cliniquement que c'est une anémie. Comme on a dit, on cherche la pâleur cutanéo-muqueuse au niveau des conjonctifs et au niveau de la paume des mains. Chercher, est-ce qu'on a une perte de sang, une hémorragie, comment les selles des vomissements, est-ce qu'ils sont rougeâtres. Chercher, est-ce qu'il y a un ictère? On va voir qu'il y a des anémies hémolytiques. Et donc, l'association ictère, pâleur, splénomégalie, c'est un tableau d'hémolyse. Chercher, est-ce qu'il y a un syndrome tumoral? Une splénomégalie par exemple, une hypopatomégalie. Chercher, est-ce qu'il y a une infection? Et est-ce qu'il y a une dysmorphie? Et ne pas oublier tout systématiquement de mesurer la taille et le poids en se référant aux courbes de poids et de taille. Et puis, pour confirmer, on demande les examens complémentaires. Le premier examen à demander, c'est la numération formée sanguine complète avec frottis, c'est-à-dire l'hémoglobine, la CCMH, VGMH, le taux de réticulocytes et voir les autres lignes. Et selon cette orientation, une arbre décisionnelle qu'on va voir par la suite, on va demander la poursuite des examens complémentaires. Donc, juste ici pour vous expliquer qu'est-ce qu'on entend pour VGM. C'est le volume globulaire moyen, c'est le taux d'hématocrite fois 10 sur le nombre de globules rouges. En moyenne, la valeur normale, elle est entre 80 et 95 microcubes. Il est normocytaire lorsqu'il se situe dans les normes. Et il est microcytaire lorsqu'il est inférieur à 80 microcubes. Et il est macrocytaire lorsqu'il est supérieur à 95 microcubes. La CCMH, il a une place importante dans l'orientation vers l'étiologie aussi. Et on doit chercher, est-ce qu'il est hypochrome ou normochrome? Il dit que l'anémie est hypochrome lorsqu'il est inférieur à 32%. Donc, la CCMH aussi, comment on la calcule? C'est le taux d'hémoglobine en grammes par décilitre fois 100 sur le taux d'hématocrite en pourcentage. Le taux de réticulocytes, c'est un élément important aussi dans l'orientation étiologique, comme on va voir dans l'arbre décisionnel, et la valeur normale, lorsqu'elle est supérieure à 100 000
hein, on dit que c'est une anémie régénérative. Moins de 100 000, on dit que c'est une anémie arégénérative. Juste quelques valeurs, orientation normale. Et donc, ici, la différence, juste pour voir la différence des valeurs entre les chiffres, l'adulte, le nouveau-né et l'enfant. Voyons ici, c'est une arbre décisionnel qu'il faut apprendre par cœur, parce que la numération formée sanguine, c'est l'élément le plus demandé chez presque tous les malades, et donc l'orientation étiologique passe à travers cet arbre décisionnel. Si on a une anémie, supposons que c'est un enfant, il a une anémie à moins 11 grammes par décilitre. Les deux éléments qu'on va demander en premier pour l'orientation, c'est la CCMH, la concentration corpusculaire moyenne d'hémoglobine, et le volume globulaire moyen, VG. Lorsqu'ils sont les deux diminués, qu'est-ce qu'on va demander comme examen de poursuite? C'est le fer sérique. Lorsqu'il est diminué, on demande la transférine. Hein, c'est la forme de réserve de fer. Et lorsqu'il est augmenté, il s'agit soit d'une carence d'apport, soit d'une malabsorption, soit d'un état de saignement occulte, c'est-à-dire minime. Lorsque la transférine est normale ou augmentée, on dit que c'est une anémie inflammatoire. Passons, le fer sérique, il est normal ou augmenté. Et là, il faut penser à une anémie constitutionnelle. Par exemple, la thalassémie, ou bien c'est une anémie acquise par manque, à cause de plomb, au fluor ou manque de vitamine B6. Ça, c'est le premier chemin d'orientation devant une anémie. Lorsque CCMH et VGMH sont diminués. Voyons par exemple dans le deuxième chemin, lorsque VGMH et CCMH sont normaux. Et on dit que c'est une anémie normochrome, normocytaire. Qu'est-ce qu'il faut demander comme examen de suite? C'est le taux de réticulocyte. Et lorsque le taux de réticulocyte est augmenté, c'est-à-dire supérieur à 100 000 par décilitre, et là, il faut penser deux situations. Soit il s'agit d'une hémorragie aiguë, qui est tableau évident, soit c'est une hémolyse. Hémolyse, c'est-à-dire c'est une situation où le globule rouge est détérioré. Qu'est-ce qu'il faut demander pour confirmer que c'est un état d'hémolyse? On demande le test de Combs. Soit ce test de Combs est positif, et là, il s'agit d'une anémie auto-immune. C'est-à-dire, l'organisme, dans l'organisme, il y a des anticorps qui détruisent des globules rouges. Ou bien, le test de Combs, il est négatif, et là, c'est une anémie hémolytique constitutionnelle. Voyons maintenant, lorsque le taux de réticulocyte est augmenté, elle est diminuée, pardon. Et donc, on dit que c'est une anémie normochrome, normocytaire, arégénérative. Et là, c'est la situation où il faut chercher une cause centrale et on demande un myelogramme qui peut être soit une situation d'une érythroblastopénie, ou bien c'est une moelle envahie, ou une insuffisance, par exemple, rénale. C'est-à-dire, là, c'est une situation d'une cause centrale. Schématiquement, avec plus ce qu'on vient de dire, plus clair, c'est un schéma d'une arbre décisionnelle devant une anémie chez l'enfant. Comment prendre en charge un tableau de situation d'anémie chez l'enfant? On a dit au début que l'anémie, c'est un symptôme, comme la fièvre. On ne traite pas la fièvre. Mais, devant telle situation, il faut chercher une étiologie pour la traiter.
dans la dernière situation devant l'anémie, on a vu qu'il y a des causes centrales, une hémopathie par exemple. Et donc là, on ne va pas s'amuser pour traiter symptomatiquement. Il faut chercher l'étiologie d'abord. Donc, mais symptomatiquement, lorsqu'on a trouvé l'étiologie et on l'a traité, il y a un traitement symptomatique. Traitement symptomatique, c'est la mise en condition, la transfusion si c'est nécessaire, et l'éducation alimentaire en cas d'anémie par carence martienne, qui est la plus fréquente chez le nourrisson et qu'on va voir par la suite. Qu'est-ce qu'on entend par l'anémie par carence martienne? Il y a un manque d'apport en fer. Il faut savoir que le fer est l'élément essentiel, essentiellement de production de lait. La carence martienne se voit essentiellement chez le nourrisson. Parce que de la période néonatale jusqu'à 4-6 mois, ce nourrisson, il n'a besoin que du lait maternel. Et à partir entre 4 et 6 mois, il a besoin d'autres aliments. Donc, c'est la période de diversification, notamment l'apport en fer. Et schématiquement, comment se fait l'apport en fer? Un point important lorsqu'on fait la prise en charge de l'anémie par carence martienne, l'enfant, le type de fer dont il a besoin, c'est le fer ferreux, le fer de plus. Pour cela, on l'a signalé ici en rouge. Quelles sont les étiologies de cette carence, anémie par carence martienne? Soit c'est une insuffisance d'apport, soit il s'agit d'une malabsorption, ou bien les besoins accrus. Par exemple, les retards de croissance, les nouveau-nés, ils ont besoin d'un apport supplémentaire en fer, ou bien une perte excessive en cas d'hémorragie occulte, des petits saignements qui passent dans les selles pour une étiologie X. Ou bien le capital de fer qui est réduit à la naissance. Comment on fait le diagnostic? On a fait au début, c'est le diagnostic, c'est le syndrome anémique, c'est-à-dire la pâleur cutanée muqueuse, et s'il est intense, on va avoir des signes cardiaques, voire un tableau d'insuffisance cardiaque. Biologiquement, c'est une hémoglobine qui est inférieure à 2 grammes par rapport à la valeur normale. Et en suivant l'arbre décisionnel qu'on a vu tout à l'heure, il s'agit d'une anémie hypochrome microcytaire, hyposidérique, c'est-à-dire il y a un manque de fer. Voyons, c'est ici, anémie hypochrome microcytaire et le dosage de fer sérique ferritine et le chemin d'une anémie par carence martienne. Et comment on prend en charge? Il y a un manque de fer. Donc il faut une supplémentation en fer après avoir fait le diagnostic. Et si la dose qu'on donne, si le fer ferreux, fer de plus, la dose 5 à 10 mg par kilogramme par jour pendant 3 à 6 mois. Et si on fait le contrôle de la numération formée sanguine, on aura une crise réticulocytaire vers le 7e, 8e jour. Éviter au maximum les transfusions, vu le risque de la transfusion. Faire l'éducation, ce qui est très important, c'est faire l'éducation thérapeutique de l'enfant. Premièrement, il faut éviter les chélateurs de fer. Il faut éviter les chélateurs de fer et, vous savez, dans notre contexte, la consommation du thé. Premièrement, il faut éduquer la maman des aliments, des apports alimentaires qui comportent plus de fer. Vous voyez ici devant vous, les images, les schémas des aliments qui comportent un peu plus de fer. Troisièmement, une notion importante, il faut signaler à la maman que une fois la prise du fer, on aura des selles noirâtres. Des selles noirâtres, et donc il ne faut pas s'inquiéter. On a l'expérience devant ces tableaux-là, les mamans qui s'inquiètent, elles reviennent, elles arrêtent le traitement. Non, c'est à cause du fer qu'on a des selles noirâtres. Troisièmement, on peut donner, dans
toujours dans l'éducation thérapeutique, donner des aliments qui augmentent l'absorption du fer à base de vitamine C ou bien le jus d'orange. Donc ici, je reviens juste pour insister l'intérêt de toute cette arbre décisionnelle. Je passe aux autres types, brièvement, aux autres types d'anémie. Il y a aussi les anémies, à côté de l'anémie par carence martiale, les anémies hémolytiques. Et ces anémies hémolytiques sont de deux ordres, soit extracorpusculaires, acquises, soit d'origine corpusculaire congénitale. Les finalités, c'est que le globule rouge il est détruit à cause de ces deux mécanismes. Lorsqu'il est acquis, il est soit toxique, soit infectieuse, soit mécanique, en cas de cardiopathie, soit il est immunologique, et c'est le plus fréquent. Lorsqu'il est congénital, soit il s'agit d'une anomalie d'une enzyme, le plus souvent déficit en G6PD, ou bien en pyruvate kinase. Soit il s'agit d'une anomalie congénitale de l'hémoglobine, ou bien une anomalie de membrane, et le second, c'est la sphérocytose héréditaire. Ici, les schémas, toujours le diagnostic il est commun, c'est un tableau de syndrome anémique, pâleur cutanémiqueuse, des signes cardiaques, des signes digestifs, des images ici, juste, c'est thalassémique, qui est un faciès particulier. Toujours dans le cadre thalassémique, vous voyez, il y a une anomalie de l'hémoglobine. Juste pour vous signaler, il y a bêta-thalassémie et alpha-thalassémie et plusieurs types. Voyons par exemple pour alpha-thalassémie, 4 types et selon le type d'anomalie au niveau de l'hémoglobine. Soit elle est silencieuse, soit c'est une thalassémie alpha mineure, soit elle est majeure. Pour vous dire comment se fait la transmission aux parents, les deux, la maman et le père, s'y comportent le gène, selon le degré, 50%, selon le gène transmis, on aura sa transmission vers la descendance. On a vu l'anémie par carence martiale, l'anémie hémolytique, la thalassémie, l'anémie hémolytique, la drépanocytose. Et là, il s'agit d'une anomalie aussi, c'est une anémie normochrome, normocytaire régénérative. Les hématies sont en fossiles. Les fossiles, tout le monde, vous le savez, ici en image. Et donc, il y a une anomalie de ces hématies. Et si on fait l'électrophorèse de l'hémoglobine, on a l'hémoglobine. Et cliniquement, c'est souvent la race noire qui est touchée. Et on a un syndrome anémique, ictère, crise parfois vaso-occlusive à cause des thromboses par manque d'oxygène. Le traitement, c'est l'hydratation, l'oxygénation, la transfusion, antibiothérapie en cas d'infection et des antalgiques en cas de crise vaso-occlusive. Vous voyez aussi toujours l'hématie qui est transformée, normale, en fossile. Ici, toujours pour vous expliquer cette anomalie, c'est souvent la race noire qui est touchée à cause de l'anomalie de l'hémoglobine rouge. Voyons la travail, on a vu la thalassémie, la drépanocytose, la sphérocytose héréditaire. C'est une diminution de la déformabilité, c'est-à-dire il y a destruction au niveau splénique. C'est pour cela qu'on a une énorme splénomégalie. Et le diagnostic se fait par la diminution de la résistance globulaire. Le traitement, plusieurs traitements, notamment la splénectomie. Ici, pour vous montrer que le globule rouge, il a un spleen, la sphérocyte. Voilà, ici, le globule rouge normal. Et en cas de sphérocytose héréditaire, les hématies ont un diamètre plus faible et c'est pour cela on a mis le volume globulaire VGM, volume globulaire moyen, il est normal. Sur frotté coloré, on a une petite et fortement colorée.
Les anémies hémolytiques, voyons, corpusculaires, maintenant extracorpusculaires. Hein. Soit ils sont d'ordre auto-humain, ils peuvent être primitifs, idiopathiques les plus fréquents, ou bien secondaires à une infection virale, bactérienne, en cas d'hémopathie maligne, en cas de maladie connective, et en cas ou bien de toxiques, notamment les médicaments, peuvent être d'ordre mécanique, en cas de valve cardiaque, ou bien d'ordre toxique, ou bien infection bactérienne, en cas de paludisme parasitaire, paludisme bactérien de la typhoïde. Donc, c'est les anémies hémolytiques d'origine extracorpusculaire. Et en cas d'hémolyse, il faut d'abord passer par un contexte clinique, faire un frotté et plus ou moins test de Combs direct. Et on a soit trois situations. Une anémie hémolytique corpusculaire, comme on vient de voir. L'anémie est là, anomalie de membrane, ou bien d'enzyme, ou bien d'hémoglobine. Soit c'est une anémie extracorpusculaire, et soit d'origine infectieuse, toxique, notamment les médicaments. Soit c'est une anémie, le dernier cas qu'on a vu, anémie hémolytique auto-immune, soit immunoallergique ou bien iso-immunisation. Ici, pour les anémies hémolytiques, comment ça se passe? Quand on demande le test de Combs, et on a les anticorps anti-hémoglobine humaine, soit on a une agglutination, et le test de Combs est positif, soit pas d'agglutination, et le test de Combs il est négatif. En conclusion, et c'est important, les anémies de l'enfant et si l'anémie chez l'enfant, c'est un symptôme. Comme j'ai dit, comme la fièvre. Les étiologies, elles sont nombreuses. Et l'essentiel, la démarche diagnostique. L'interrogatoire, notamment on a dit, est-ce qu'il y a une prise médicamenteuse? La diversification alimentaire, chercher les antécédents. On a vu la transmission autosomique. Est-ce qu'il y a une thalassémie, une drépanocytose dans la famille, les antécédents? Et puis, l'interrogatoire, après l'interrogatoire, l'histoire de la maladie. Le début, si par exemple ça coïncide avec l'âge de diversification. Et donc, il faut y penser aux causes apports en fer. Ensuite, une fois, il faut faire l'examen clinique. Chercher la pâleur, la confirmer au niveau du conjonctif, la paume de la main. Chercher est-ce qu'il y a un syndrome tumoral, un ictère. Et c'est un rassemblement de signes cliniques qui va orienter vers l'étiologie. Et puis, le premier examen à demander, c'est la numération formule sanguine. Tout en insistant, l'analyse complète et l'analyse tout en suivant le schéma l'arbre décisionnel qu'on a établi. Je vous remercie.